Et j'aimerais pas ici vous dévoiler son rapport médical. Il y a un sceau de confidentialité, mais tout ce que je peux vous dire, qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que c'est toujours dans le cadre de la corruption. Les familles payent des gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères sur la liste des personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste soit retournée, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement, ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Mais s'il remplit les critères, je n'hésiterai pas à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Voilà, merci beaucoup. On va prendre les questions de M. Célestin Zuela et puis ce sera M. Eric Izami. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. C'est Célestin Zuela pour le compte des communes.cd. J'ai deux questions. La première question est adressée au ministre de la Justice. Je veux savoir, la RDC a déposé une plainte contre Apple pour l'exportation. La RDC a déposé une plainte contre Apple pour l'exportation et puis la livraison illégale des minéraux à travers le Rwanda. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous voulons savoir où en sommes-nous et est-ce que votre ministère suit cette affaire de près? La deuxième question est adressée au porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya. Nous voulons savoir, jusqu'à aujourd'hui, Goma est sous l'autorité du M23. Nos compatriotes qui y sont continuent à souffrir. Les pourparlers traînent encore. Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo de prendre des décisions qui pourront éradiquer ces groupes terroristes afin de redonner sourire à nos compatriotes qui vivent à Goma? Mais je crois que sur cette question, on a commencé par le dire tout à l'heure lorsqu'on rappelait les fronts. La problématique est connue, mais la problématique, depuis le début, nous donnons la réponse sur 5 fronts. Le front militaire, le front diplomatique, le front judiciaire, le front économique, le front médiatique. La préoccupation, la question actuellement est traitée au niveau du front diplomatique principalement. La diplomatie comme la justice, par ailleurs, a son temps. Et que, malheureusement, plus ça traîne, dans le cas de ce que nous voyons dans les partis sous occupation, plus la souffrance s'agrandit pour nos compatriotes. Mais c'est pourquoi, régulièrement d'ailleurs, chaque fois que nous nous réunissons au Conseil de ministres, nous commençons par traiter prioritairement ces sujets. Donc, au-delà de ce que nous faisons autour de la médiation, nous connaissons les intentions. C'est pas pour rien que le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit tout à l'heure que tous les actes, une ordonnance sera prise pour annuler tous les actes, parce que l'idée, pour beaucoup dans ce qui apparaît, ce n'est même pas forcément de respecter ce qui est prévu, parce que si on doit rester sur le prescrit de l'accord de principe de Doha, il y a beaucoup d'actes qui ne seront pas posés. Et dans le cadre justement de cet accord de principe de Doha, il y a une évolution. Cette semaine, je pense qu'on a fini les discussions sur le mécanisme des libérations des prisonniers, qui était l'un des points dans les mesures de confiance. Je crois que le rapport a été rendu à la médiation et nous vous reviendrons pour vous faire le point de l'évolution, parce que sur les points, les plans diplomatiques, il faut apporter une réponse. Mais nous savons qu'il y a des urgences de tout type.
des urgences sanitaires, des urgences humanitaires, et à travers d'autres structures, notamment au niveau du ministère de la Santé, il y a une connexion qui fait que nous sommes régulièrement en mesure d'intervenir. Alors la grosse question, c'est la question de l'économie qui fonctionne là-bas, parce que malheureusement, sous sanction, et ils ont des intentions quotidiennes, des vols et des pillages. C'est ça l'action principale, y compris sur le dos de parents à travers cette question de la gratuité. Nous connaissons toutes ces questions et au niveau du gouvernement, une réponse appropriée est apportée pour chacune des questions, dont certaines, je ne pourrais pas les aborder ici. Mais il faut considérer que pour nous, chaque jour est un jour de plus entre les mains de ceux qui n'ont pour morale que des tueries. Monsieur le ministre de la Justice, il y avait une question pour vous. Il y avait une question sur le contentieux RDC Apple. Je viens d'arriver, ça il faut le reconnaître, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a maintenant de pourparlers entre la RDC et Apple. Comment arriver effectivement à adresser cette question. Maintenant que ce dossier fait l'objet de négociations, je pense qu'à ce stade, je suis obligé de ne pas disclose ce qui est en train d'être fait. Voilà. De toute évidence, dans les cadres justement de cette question, la problématique principale dans nos mines, c'est le pillage et l'exploitation illicite. Dans le cadre de l'accord de Washington, pour lequel il y a déjà eu des réunions qui ont permis notamment d'avoir une déclaration de principe sur comment on va créer le cadre d'intégration économique régionale, la priorité, c'est de mettre fin à tous ces circuits de trafic illicite. Et donc, l'action qui a été entamée contre Apple s'inscrit dans ces cadres. Évidemment, nous avons des équipes, une équipe dédiée, une équipe de la Task Force qui est dédiée et qui travaille quotidiennement sur comment la question évolue. Mais ici, globalement, il faut comprendre que dans notre stratégie, il faut couper tous les circuits de fraude, des trafics illicites qui entourent toute cette guerre, parce que c'est cela la vraie raison. Au-delà de prétextes mensongers quotidiens, des discours de haine, des questions de réfugiés ou des présences des FDLR, la vraie question est celle-là. Et pour tacler cette question, pour gérer cette question, nous avons pris des mécanismes, notamment au niveau du front judiciaire. Donc de ce point de vue-là, il ne devrait pas y avoir des inquiétudes. Et les moments venus, nous pourrons, comme nous l'avons déjà fait plus d'une fois, revenir y compris avec nos avocats qui sont sur le front line à travers nos initiatives pour vous faire le point de différents sujets. On va prendre la question de M. Éric Izan. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le Ministre. D'abord au ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Vous revenez de Genève, en Suisse, avec votre collègue également, où vous menez quand même une plaidoirie pour qu'à l'échelle internationale, on puisse quand même attester qu'il y a génocide en République démocratique du Congo. D'ailleurs, alors, mais nous voulons voir les retombées de ce qu'a été votre action, notamment sur la scène internationale. Je parle de l'Europe, de là où vous revenez. Et puis, deuxièmement, vous avez dit tantôt, Monsieur le ministre d'État, que vous, votre style, ça sera le style d'aller vers la proximité, etc. Alors, en même temps, il y a des affaires partout. Vous êtes juriste. Comment vous faites à court, moyen et long terme pour atteindre tous les territoires nationaux par rapport à cette proximité-là? Vous allez vous y prendre comment pour que celui qui vit au niveau de Kasongolunda, au niveau de Kwango puisse être atteint, celui qui est au niveau de Sakanya, au Katanga puisse être atteint, celui qui est à Faradje, celui qui est à Bondo et tout ça. Je voudrais avoir une idée. Au ministre Mouyaya, nous allons aller vers les réseaux sociaux. On a vu des images de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui montrait un certain nombre de milliers de commandos disant qu'ils ont l'objectif de pouvoir venir jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La question, c'est de savoir, ils avaient eux aussi ratifié aux prémices qui devaient nous conduire jusqu'à l'accord de Doha. Entre-temps, si jamais on n'arrivait pas à obtenir Doha comme nous le souhaitons pour la paix, nous, Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Parce que lui, il montre déjà des commandos. Voilà.
Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans les cadres de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous connaissons, nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le Mineta va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas des dérapages à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les Congolais partout au Congo où nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disions non. Lorsque déjà on pense qu'on peut remettre en cause un acquis durement obtenu en termes de coûts pour la gratuité, vous avez déjà une idée de l'intention. Lorsque la moindre contestation, j'ai encore lu ce matin qu'un motard a été tué parce que soupçonné, et donc tout ce que vous avez vu dans le show qui a été fait, c'est des personnes qui les sont forcément à contre-cœur. Parce que personne, un Congolais qui aime sa patrie, ne peut s'allier avec ceux qui n'ont pour seul dessein que de tuer, d'intimider. Nous parlons quotidiennement à nos compatriotes qui sont dans les partis sous occupation. C'est l'horreur qui est vécue quotidiennement. Et donc, vous pouvez être sûr que nous, à notre niveau, au niveau du front qui est les nôtres, nous allons nous assurer de faire la part qui est la nôtre. Et cette part, c'est aussi la mobilisation de tout le monde. D'abord, pour montrer à nos populations qui sont là-bas, qui ne sont pas seules, que nous sommes solidaires et qu'à chaque coup, nous allons travailler avec eux pour être sûrs que leur quotidien, d'abord, connaît les évolutions, là où nous pouvons intervenir directement, mais pour les autres questions, à travers les mécanismes mis en place par la médiation, nous assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. Monsieur le ministre de la Justice, je crois qu'il y a une soif pour la suite de ce que nous avons commencé à Genève, notamment en marge de la session ordinaire du Haut Conseil des droits de l'homme, la question du génocide. Elle soulève beaucoup de réactions de l'autre côté. Je ne voudrais pas le relayer ici parce que c'est totalement indécent. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus, parce que c'est votre expertise aussi des secteurs de droits de l'homme? Oui, je pense que tout a été dit à Genève. Et tout ce que nous avons fait a été transmis, disons, à la radio et à la télévision nationale. Mais cependant, j'aimerais d'abord souligner fortement qu'il n'appartient pas à un pays agresseur qui a commis des crimes chez nous, dont certains peuvent être apparentés aux crimes de génocide, de nous empêcher comme État à faire notre plaidoyer pour que notre situation soit reconnue. Ça c'est très très clair. C'est pas l'apanage d'un État de dire que vous ne pouvez pas utiliser le terme génocide. Mais ce qui est clair, c'est que depuis 30 ans, et je parle aussi en connaissance de cause, parce que l'une des raisons de mon exil à l'époque de l'Azado, c'était que l'Azado avait produit un rapport qui démontrait clairement les ciblages des Hutus qui avaient été tués. Et on a fait ces rapports. Et quand on a fait ces rapports en 1996, ces rapports donnaient clairement des indications sur les actes qui peuvent être apparentés
aux actes génocidaires. Et cela a continué. On a eu les massacres de Tingi-Tingi, etc. Et lorsqu'à cette époque, nous avons fait la géographie des crimes, et c'était exactement là où les réfugiés Hutus étaient en train d'aller. Voyez. Et depuis 30 ans, et cela est allé au-delà des Hutus. Ça ciblait aussi d'autres communautés congolaises sur fond de l'exploitation illégale des ressources naturelles de notre pays. Pendant longtemps, le pays était notre message comme nation sur ces crimes graves, les crimes contre l'humanité et aussi les actes apparentés au génocide. Notre message était illisible. On ne voulait pas nous entendre non plus. On ne voulait pas lire ce que nous voyons. Et maintenant, tous les rapports. Et vous savez que, en ce qui concerne notre pays, nous sommes sous chapitre 7, où le Conseil de sécurité a décidé de déployer depuis plus de 20 ans une mission des Nations Unies, ici, qui documente systématiquement des cas. Il y a eu plusieurs missions d'enquête, les fact-finding missions, qui ont été déployées ici. Et tous les rapports des organisations non gouvernementales, y compris des Nations Unies, donnent clairement qu'il y a des actes qui peuvent être apparentés au génocide. Et nous devons prendre en main notre responsabilité, c'est de sensibiliser l'opinion internationale, puisque la reconnaissance du génocide, c'est aussi un acte politique et diplomatique. Vous savez, en 1994, lorsque la question du génocide rwandais était posée, il a fallu beaucoup de temps. Et c'est le professeur Denis Segui, qui était le rapporteur spécial des Nations Unies, qui pour la première fois, c'est à partir du rapport du professeur Denis Segui, qui était l'expert indépendant sur la situation au Rwanda, qu'on a reconnu le Rwanda. Et enfin, le récent rapport sur Gaza, qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme. Si vous comparez ce qui s'est passé là-bas, on dit clairement que ces rapports-là, la commission qui a été dirigée par l'ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, Madame Navi Peli, a conclu qu'il y avait des actes de génocide qui étaient commis là-bas. Donc, il appartient à nous de prendre toujours notre bâton de pèlerin, convaincre les États pour que notre génocide, sur fond de l'exploitation des ressources naturelles de notre pays, soit effectivement reconnue. Les prochaines étapes, pour nous, c'est le front politique, le front diplomatique et le front judiciaire. Et je pense que c'est ça qui va être fait. Je ne vais pas dévoiler en ce qui concerne la justice, mais vous verrez qu'il y aura des actions bientôt qui vont être prises pour qu'on puisse interpréter juridiquement, sur base des instruments juridiques internationaux, que ce qui se passe chez nous, ce sont des actes qui peuvent être apparentés au génocide. Il reviendra encore qu'après, c'est la justice internationale ou nationale, qui va prendre ses responsabilités pour juger les auteurs. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. Ceux qui veulent empêcher le pays de s'exprimer, je pense qu'ils se trompent. C'est notre responsabilité de protéger nos populations et de s'assurer que des crimes graves qui se commettent dans notre pays ont une réponse pas seulement politique, judiciaire. C'est aussi, on doit faire attention, puisque même dans le cadre des Doha, bien sûr, on va faire l'échange, la liste des détenus, mais nous allons nous assurer qu'on applique les critères d'exclusion, c'est-à-dire les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes graves selon les lois internationales ne puissent pas faire l'objet d'un marchandage politique. Et ça, c'est clair, ça fait partie de la doctrine. Et ça, c'est aussi notre rôle de conseiller en tant que conseiller juridique de l'État, de s'assurer qu'on ne change pas. Dans les négociations, il y a toujours des critères d'exclusion. Et ces critères d'exclusion doivent être absolument appliqués. S'agissant de la proximité, c'est important. J'ai quitté Genève jeudi, je suis arrivé, samedi je suis parti à Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Buluo et Kolwezi. Et ça, c'est un bel exercice. Cela m'a permis, par exemple, de savoir que
à Kassanji, depuis 18 mois, le tribunal de peine ne se réunit pas, puisque la composition régulière ne peut pas être assurée, puisqu'il n'y a pas de juge. Depuis 18 mois. Et vous savez que dans cette région, il y a une montée de la criminalité. Et si la justice ne se réunit pas, ça veut dire qu'il y a la vendetta. Vous voyez, c'est ce genre de missions de proximité, qui nous permet de faire l'évaluation et de connaître effectivement le besoin en matière de justice. Donc, moi, je serai le ministre des proximités et de la périphérie. Voilà, on va, sûrement il sera à 20h bientôt, on laissera le journal commencer. On va prendre la dernière série de questions avec Blaise Shindani, Fabrice Lukamba et Pascal Moulegua. Une question, s'il vous plaît, comme ça nous permet de terminer cet exercice de redevabilité. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre d'État, votre prédécesseur Constant Moutamba a récemment été condamné à 3 ans de travaux forcés et il serait assigné à résidence. Va-t-il rester dans cette situation ou comptez-vous l'envoyer en prison pour purger sa peine? Voilà. Allez-y, s'il vous plaît, Monsieur le ministre d'État. On prend les questions en série, on y répondra en une. Excellence, vous vous définissez comme ministre des proximités et votre prédécesseur Constant Moutamba avait affirmé la détermination de combattre la criminalité urbaine, notamment les phénomènes Koulouna à travers les pays. Et il avait annoncé à ces sujets un certain nombre d'actions. Est-ce que vous comptez poursuivre sur cette même lancée ou vous avez vos propres méthodes? Merci. On va terminer avec la question de Pascal Moulegua. Monsieur Anguefa, puisque vous dites que vous serez le ministre de la proximité, dans votre secteur, depuis le mois de mars, le président de la République a nommé 2500 magistrats qui galèrent depuis 6 mois. Ils n'ont pas été notifiés, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été déployés, alors que dans les 145 territoires, il y a des tribunaux de paix quasiment obsolètes parce qu'il y a cette carence des magistrats. Sans oublier qu'avant le mois de mars, il venait déjà de passer 1 an de galère à Kinshasa parce qu'il invité ici par le Conseil de la magistrature. Ma question est de savoir quand seront-ils payés et qui bloque leur paiement. Vous parlez des avocats de la République, monsieur le ministre. C'est une mine d'or. Des millions de dollars qui sont payés aux avocats sur des affaires peu médiatisées ou soit médiatisées. Dernier en date, le procès Kabila, 2 400 000 dollars seront payés à 4 à 5 avocats. Déjà, dites-nous, vous avez déjà payé ces 2 400 000 dollars ou allez-vous réellement payer ces 2 400 000 dollars? Merci. Voilà, merci pour... Monsieur le ministre d'État, c'était la dernière série. Question. Ok. Merci. Je vais commencer par la dernière question, en ce qui concerne les avocats de la République. Je dis clairement que je vais lutter contre la corruption. Quand je suis arrivé, j'ai pris fonction, je trouvais que les avocats de la République, c'était un secteur où il y avait beaucoup de cas de corruption. Donc on va mettre de l'ordre on va choisir des avocats qui vont représenter la République, qui ne vont pas être de connivence avec les partis adverses pour faire condamner la République à payer des millions. Ça, pour moi, ça c'est très clair. C'est très clair. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je refusais de signer de documents pour payer certains avocats dont je ne voyais même pas, il n'y avait pas de rapport d'audience et je ne voyais pas pourquoi on doit le payer. Il faut faire une évaluation. Donc on va faire certainement une évaluation. Parce que si nous voulons aider le président de la République, si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il faut que nous puissions avoir des règles de transparence. Ça c'est clair pour moi. S'agissant de paiement, bon ça a été fait avant moi, mais je n'ai pas vraiment l'information sur cette question puisque les avocats ont été désignés avant. C'est vrai, mais je vais essayer de le voir. S'agissant des magistrats, oui, il faut reconnaître que ça c'est positif. Le fait qu'on a nommé plus de 2500 magistrats pour durer. Maintenant, c'est l'opérationnalisation de cette nomination qui pose problème. Il faut
créer des conditions, des moyens. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, certaines juridictions étaient des juridictions de tribunaux de paix. Maintenant, ils doivent être érigés en cour d'appel. Et donc, ça demande, il faut qu'il y ait des bâtiments, il faut qu'il y ait des moyens, etc. Donc, mon rôle aussi, durant ma mission, j'ai pu discuter avec les autorités des lois là-bas, par exemple pour la cour d'appel, pour qu'on puisse effectivement donner un autre bâtiment en attendant que le nouveau bâtiment qui est entré en construction pour la cour puisse effectivement terminer. En ce qui concerne le besoin réel pour que la justice soit une justice de proximité, il faut au moins 10 000 magistrats. Vous voyez? Donc ça demande à ce que nous puissions avoir un budget spécial. Vous voyez? Un budget spécial. En dehors de ça, il y a la question de la sécurité. Tu vois? Donc le moyen propice pour déployer les magistrats, pour qu'ils soient dans les conditions pour dire le droit, ça c'est une question. Et je suis en train de m'y pencher, parce que c'est moi qui conduis la politique gouvernementale en matière de justice, et de concert avec le Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est aussi des responsabilités, pour que nous puissions voir comment progressivement on peut adresser cela. Et il sera difficile dans l'état actuel, par manque de moyens, de déployer 2500 immédiatement, etc. En matière de formation, c'est une priorité pour nous aussi. On ne peut pas déployer des magistrats qui sortent d'université seulement avec des connaissances théoriques. Vous voyez, il faut de formation. Et je pense qu'avec l'Institut de formation judiciaire, nous allons nous assurer qu'il y aura des formations bien déterminées, ainsi de suite. Même des formations spécialisées. Je vous ai dit que, par exemple, au Katanga et à Lualaba, les juges et les avocats n'ont pas de formation appropriée pour traiter certains crimes. Donc il faut des formations. Donc la formation va être priorité pour nous. La dernière question, je crois que peut-être j'ai oublié, c'était quelle question? Ou bien j'ai répondu à toutes les questions? En tout cas, quand seront-ils payés les 2500 magistrats, sachant qu'ils étaient budgétisés pour cette année et qu'ils ont été nommés par ordonnance présidentielle? Je pourrais vous répondre à la prochaine session. Je vais me référer au Conseil supérieur de la magistrature, essayer d'avoir des informations pour que je puisse être en mesure de vous donner une réponse appropriée à cet égard. D'accord. Aux questions de Blaise Chindani, il y avait une question sur la condamnation de Constant Moutamba. Il est assigné à résidence. D'accord, ok. Je m'interdis de commenter une décision judiciaire dont le procès était public et que le principe du contradictoire a été effectivement respecté. Et donc, je vous ai dit que je ne suis pas le ministre des magistrats. Le droit a été dit. Il y a des moyens de recours à faire. Et donc, je m'abstiens à ne pas commenter. Merci. Il y avait une question sur la lutte contre les koulouna. La lutte contre les koulouna, c'est une question complexe. Il ne suffit pas seulement, ça c'est moi, il ne suffit pas seulement d'arrêter les koulouna, c'est toute une réponse qui doit être articulée, coordonnée. Et aussi, ce que moi je pourrais proposer d'abord, c'est qu'on va faire une étude sur cette question des koulouna en profondeur. Qui sont ces koulouna? Pourquoi ils agissent ainsi? Qui sont derrière? Ainsi de suite. Parce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de complicité autour de ces koulouna parce qu'ils font partie d'une chaîne de criminalité. Et donc la réponse doit être une réponse holistique et aussi une réponse... mais on ne peut pas seulement voir les koulouna alors qu'ici il y a d'autres acteurs. Donc on va diligenter une étude approfondie à cet égard et nous ferons les recommandations pour que la réponse soit aussi la réponse appropriée. Je sais qu'il y a déjà une réponse, parce qu'on les amène à KCC, c'est ça, non?
Kanyamaka CC. Kanyamaka CC, c'est déjà une réponse, mais je pense que la réponse doit être plutôt une réponse holistique. Voilà, Monsieur le ministre d'État, on a terminé. Le mot de la fin aux Alana Lingala. Tokozonga na mikolo ezali koya pona kokende na mwa mozindo, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en une minute pour résumer cet exercice? Bon, tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux. Bon, naloba lingala, c'est pas parce que naloba lingala, mais seulement que priorité nabiso ezali vraiment kosalisa mokolo mboka pour que justice nabiso ezala justice à proximité, ezala justice oyo ezali ko sala que tous un peu lutter contre la corruption et nous assurer aussi que makambo to moi qui en ce qui concerne lieu de détention ils allaient adresser. Je suis désolé, mais je ne peux pas tenir un discours complet au Lingala. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, de vous être prêté à cet exercice de redevabilité. Évidemment que nous aurons l'occasion de revenir. Les chantiers sont énormes. Nous sommes à peu près 1 mois et demi depuis votre arrivée aux responsabilités. Il y a beaucoup de dossiers. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir dans le cadre de cet exercice de redevabilité et pas seulement. Je veux juste rappeler ici qu'au niveau du ministère de la Justice, tout est fait pour que nous puissions tenir pour responsables ceux qui sont responsables de crimes graves et qui continuent de se commettre dans les parties sous occupation. Évidemment, cette ordonnance qui va déclarer de nuls effets tous les actes posés dans ces contextes. Merci à vous, mesdames et messieurs de la presse. Et on se retrouvera sûrement demain pour faire un briefing sur la situation à Uvira. Vous serez prévenus par le canneuse habituel, parce que là aussi, il y avait beaucoup de poison, beaucoup de manipulations. Nous pourrons, avec les ministres qui étaient sur place, vous faire le point de ce qui en est ressorti. Vous avez vu qu'il y a déjà l'accalmie et l'apaisement qui a été restauré dans cette partie de notre territoire. Merci et bonne soirée chez vous.